Zéro, je voulais te demander un truc. Je me suis replongé dans les vieilles vidéos de la chaîne et j'ai constaté que Playmaker avait tendance à bien cracher sur Chozed. Et à partir de Gachi, il s'est tout de suite calmé. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce que Gachi a de plus par rapport à Chozed? Oula, ça risque d'être assez long, donc assieds-toi, laisse-moi t'expliquer. Commençons par le plus gros changement avec la saison 4, les personnages. La quasi-totalité du casting a changé, on suit un tout nouveau héros, enfin deux pour le coup, ainsi que les personnes qui l'accompagnent, en gros Drum, Delta et les Victories. Quel intérêt d'avoir changé les persos? C'était mieux de les garder, non? Chacun son opinion, mais je ne suis pas trop de cet avis. Si Chazelle était catastrophique, c'est entre autres parce que les nouveaux personnages introduits étaient écrits comme étant des successeurs à certains personnages de la saison précédente. Enfin, écrit c'est un très grand mot. Il est là le problème. On nous les présente au début avec leurs pseudo-objectifs, et pouf, on les oublie. Ils restent là pour la figuration, ils n'apportent rien d'important à l'histoire, ou pas assez. Et dans Gachi, on connaît l'utilisation des héros de manière très simple, et la révolution au fil de la série se fait naturellement sans trop forcer. Comme dans Chozed, quoi. Faux, le seul perso qu'on suit dans Chozed, c'est Aiga. Et entre les épisodes filler, le retour d'anciens personnages posés inutilement en fin de service, et les longs moments où Aiga part en sucette sans qu'on sache vraiment comment ni pourquoi, tu peux comprendre pourquoi Playmaker a pété un cas pendant un temps. C'était long, répétitif et peu intéressant. Et au moment où la série commençait à devenir intéressante, elle était déjà finie en fait. Dans cette saison 4, on repart sur de nouvelles bases. Premier grand changement, le héros principal n'a pas pour objectif de devenir numéro 1 au monde. Ce qu'il veut, c'est approfondir les liens qui l'unissent à son partenaire, Dragon, lien qui se manifeste à travers le Gold Turbo, ou Hyperflux en français. Ouais, mais c'est n'importe quoi, des toupies qui parlent. On va y aller une question après l'autre. Donc je disais, les personnages. Pour résumer en bref, on a Fumiya qui veut montrer à sa sœur qu'il est le meilleur, il veut que Ichika soit fier de lui et qu'elle revienne dans son équipe. Il va devenir moins arrogant et respecter les Victories au point de vouloir les aider, entre autres quand tous ses membres partiront pour la Hell Tower. Par la suite, cette obsession pour sa sœur deviendra un running gag plutôt marrant. Amane, on pouvait penser qu'il serait le nouveau Rantaro / Ranjiro de cette saison, mais il est bien plus, et surtout indispensable à l'histoire. C'est qu'il souhaite devenir plus fort pour redorer l'image des Victories. Je te rappelle qu'au début de la série, ce club était considéré comme laissé à l'abandon. Alors qu'à la fin de la série, c'est eux qui représentent la WBBA et qui affrontent la Hell Tower sur demande de leur leader. C'est ça. Amane était un peu jaloux de la progression de Drum. Il était content pour lui, ça reste son ami, mais il ne trouvait pas les moyens de devenir plus fort. Ce sera Delta qui va lui apporter la réponse. Et il va déchaîner tout son potentiel en maîtrisant le Gold Turbo et en tenant tête à Arthur et en faisant burst Apocalypse. Et son petit frère? Donc je te l'accorde, lui c'est pas trop ouf. Il possède une chaîne YouTube, du moins l'équivalent. Depuis le début, il poste les vidéos des combats des Victories sur internet, ce qui permet au monde entier de connaître les capacités des bases des Victories, histoire de les nerfer un petit peu pour pas qu'ils viennent avec un pouvoir secret caché. Un peu comme les fantastiques dans Bakugan Battle Planet. Les vidéos de Kamane ont entre autres permis de comprendre le Mugen Lock System d'Apocalypse. C'est aussi à travers une de ces vidéos qu'Arthur prendra la décision d'aller affronter Gwen, disons qu'il fait office de Beyblade Wikia et de connecteur scénaristique. Ensuite on a Tango, l'oncle de Drum et entraîneur des Victories. Il sera de bons conseils à ses élèves. Il les guidera et surtout suivra leur progression sur toute la série. De mémoire, il apparaît dans presque tous les épisodes de la saison. À vrai dire, Drum est toujours accompagné des Victories sur toute la série, ce qui amplifie l'aspect de camaraderie de la série. Et enfin viennent nos deux personnages principaux, Delta et Drum. Comment ça, deux? C'est pas Drum le héros? Si, bien sûr, mais Delta a autant d'importance que lui. Je veux dire, dans les premières secondes de l'épisode 1, ils découvrent tous les deux le Gold Turbo à travers Vault. Ils prendront la décision chacun de leur côté de se fabriquer une Genshin Kobe, Dragon et Diabolos, et partiront chacun de leur côté en quête de lumière. Sauf qu'ils prennent de voies différentes. Drum essaie de trouver plusieurs stratégies de combat pour faire face aux adversaires qu'il affrontera au Bay Carnival et à la Battle Journey, donc il va créer de nouvelles layer bases, changer son style de tir et analyser les capacités de ses adversaires en s'aidant de ses propres connaissances, car oui, Drum possède énormément de connaissances à Beyblade, et en suivant les conseils des autres Victories, et les Dragons, Dragon qui n'hésitera pas à lui remonter les bretelles quand ce sera nécessaire. Là où Delta a jugé qu'il serait le seul à devoir posséder le Gold Turbo, la seule étoile qui mérite de briller, tout en mettant de côté l'aspect family friendly, pour lui ça n'apporte rien. L'arrivée d'Arthur et la destruction de leurs baies respectives les feront tous les deux changer. Drum a pu constater que même s'il avait perfectionné les Gold Turbo, il lui restait encore de chemin pour libérer son plein potentiel, chose qui fera en éveillant Dragon sous sa forme Imperial Dragon tout au long des deux derniers arcs. Delta quant à lui va réaliser que seul il ne parviendra pas à devenir plus fort. Il a besoin de soutien d'autres personnes pour y parvenir, Drum, les Victories, Vault et Diabolos, avec lequel il veut renforcer les liens. Et en comprenant ça, il va pouvoir apporter son aide à Amane et sourire aux autres. Chaque personnage est connecté à un autre de manière simple et intelligente, sans que ce soit forcé. Voir Drum et Delta sourire et rire ensemble, et combattre ensemble, c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant car on sait d'où ils sont partis, et on a suivi la révolution depuis le début. Le lien qui les unit est réel. Il y a un respect mutuel entre les deux protagonistes, 3 avec Amane, lien qui est renforcé lors des combats dans les 4 derniers épisodes. Ah, parce que Valt et Chou, c'est pas réel leur amitié?
Oui, mais c'était un peu forcé et mal amené. On sait qu'ils sont amis depuis longtemps, car on nous assassine de flashbacks sur ces deux-là. Il y avait tellement de distance entre ces deux personnages sur la saison 1 et surtout la 2, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, que c'est presque normal que Shu devienne Red Eyes. Donc, t'es en train de me dire que chaque personnage de Gachi a son importance? Je suis pas spécialement d'accord. Je veux dire, il y a certains persos comme Joe et Lodin qui ne servent pas à grand chose à part faire de la pub pour leurs toupies respectives. Tout à fait d'accord, mais on parle de deux personnages sur un casting complet. Même Pot et Blint ont eu leur utilité. Certes, ça casse pas les briques, mais le premier a introduit le concept de Gold Turbo et le deuxième a un peu servi au développement de Delta. On peut tirer la couverture et monter à quel personnage inutile. Ça reste 3 fois moins que la liste des personnages inutiles dans Chozed. Ouais, mais dans Chozed, il y avait Shu, Free et d'autres, c'était cool. Ah, ça tombe bien que t'en parles. Tu vas pas oser quand même. Je vais me gêner, tiens. Beaucoup de gens se sont plaints que certains de ces personnages ne soient pas présents dans la saison 4. Entre autres, notre trio fanservice, Luichiro Sagijo, Frida Laoya et Shu Kurenai. Non mais t'as vu à qui ils ont donné Longinus et Fafnir? Ces deux-là sont clairement pas dignes de les avoir. Il n'y a pas question d'être digne ou non, Longinus et Fafnir sont des toupies comme des autres, qui ont beaucoup trop été surcotés suite à la saison 2. Et surtout, ce ne sont pas les mêmes Longinus et Fafnir. Elles possèdent des faiblesses comme n'importe quelle toupie, et l'anime a su les mettre en avant, surtout Fafnir. Plus, est-il vraiment nécessaire que je rappelle comment c'est fini la saison 3 pour Louis, Free et Shu, ces trois personnages imbattables? Le premier a perdu son titre de champion d'Asie, et on le reverra plus jamais. Il a rempli son rôle, être le premier obstacle du héros dans son périple pour être numéro 1. Les Longinus, imagine que c'est un cliché pour Burst maintenant, ont toujours été un adversaire de taille, peu importe la saison. Le deuxième personnage, qui faisait office de panneau publicitaire, a perdu sa baie après son combat contre Faye. Idem pour le troisième, et il a un petit peu aidé Aiga pour chez Achilles. Mais voilà, on remarquera cependant qu'une fois de plus, il se focus sur Aiga, et non sur le disciple respectif, Suoki et Fubuki. Ils ne sont plus aussi forts qu'ils l'étaient dans la saison 2, et surtout, l'histoire de Gachi n'avait clairement pas besoin d'eux. Je veux dire, on a enfin une saison qui tourne bien sans qu'on ait une Spriggan qui vienne voler la vedette. Le changement de casting a permis de renouveler l'histoire, tout en restant dans le même univers. Ça a permis de souffler un peu plus tôt que de tirer sur la corde du fanservice, qui se sentait beaucoup trop dans la saison 3. Dans ce cas, pourquoi tu dis rien par rapport à Valt et Aiga? Playmaker l'avait déjà expliqué, Aiga est et reste le champion du monde. Sa présence, même si ça n'a duré que quelques épisodes, est tout à fait logique. Il va apporter un petit plus dans le développement de Drum, et comme j'ai pu le dire plus tôt, Valt a introduit le Gold Turbo, l'élément principal de cette saison. Pour te dire, il apparaît encore moins longtemps que dans Chozed, mais reste important en tant que mascotte de l'animé et en tant que mentor. Il va apporter beaucoup à Delta, ce dernier va enfin comprendre qu'il ne peut pas progresser seul, et va devenir membre temporaire des Victories, pour les aider et sauver les Beyblades dans l'arc final, en renforçant les liens avec Diabolos et Drum. Juste Aiga et Valt c'était suffisant dans le quota en 100 personnages, pas besoin de Shu pour faire mouiller les culottes des fanboys, ou de Free, ou de Louis. Pas besoin non plus d'autres personnages comme Faye, certains voulaient le revoir, déjà qu'il était catastrophique en tant que personnage dans Chozed, et le réintroduire dans Gachi n'aurait eu aucun sens. En gros, ramener les personnages n'aurait servi qu'au fanservice, et ce n'était pas nécessaire, et le passage aux épisodes 10 minutes a permis d'éviter ça. Pas le temps pour les fillers, il faut faire avancer l'histoire rapidement et efficacement. Ouais, j'ai entendu Playmaker en parler dans une de ses reviews de Chozed, comme quoi il voulait pas de méchants. Et pourtant on en a bien dans Gachi et il se plaint pas. Vous savez vraiment pas vous décider, vous les humains. C'est ta tête de dragon qui comprend rien. Faye n'était pas mauvais qu'en tant que personnage seulement, mais en tant que méchant aussi, tout court, rien ne va chez lui. Il a décidé de mettre des bateaux dans les roues des personnes de Chozed par caprice infantile. Une paire de claques dans la gueule l'aurait bien calmé. On rappelle qu'il voulait détruire les toupies de tout le monde, toupies qui sont facilement réparables, c'est complètement con. Arthur et Gwen c'est clairement différent. Ce que désire Arthur c'est créer un Beyblade où seuls les plus forts seront acceptés, pas les Beyblades copain-copain de la WBBA. Pour ce faire, il va débarquer avec une toupie qu'il a conçue lui-même pour être invincible, et il va battre les champions du monde, dans un combat non officiel, et prouver au monde que la WBBA ne vaut rien, et convaincre les bladers du monde de rejoindre ses rangs. Il va perdre contre Drum, puis Delta, puis Gwen, puis Amane. Tu parles d'un méchant. Tu sais, si les gentils n'abandonnent jamais pour accomplir leur objectif, ben les méchants c'est pareil. Arthur n'a pas lâché et était prêt à tout pour montrer que le Beyblade de la Hell Tower prévaut sur celui de la WBBA. Et il était presque arrivé au bougre. Il a rejoint les rangs de Gwen et Apocalypse va largement évoluer. Il avait toutes les cartes en main pour mettre son plan à exécution. Le truc c'est qu'il était seul dans son délire et personne pour le soutenir. Forcément face au travail d'équipe des Victories, difficile de rivaliser. Maintenant Gwen, personnage mystérieux et solitaire introduit en cours de série. On apprend qu'il est scientifique, qu'il est capable de comprendre tout ce qui l'entoure et qu'aucun problème ne peut lui résister. Un petit calcul et hop, c'est réglé. Pour lui, l'amitié n'est qu'une perte de temps, car ce n'est pas quelque chose qui est régi par des chiffres, donc pour lui, ça n'a pas d'importance. Le souci, c'est que le Beyblade rapproche les gens, qui permet de tisser des liens entre les personnes, et ça, Burst l'a montré tout au long des différentes saisons, et surtout dans Gachi.
Le pouvoir de l'amitié, quoi. Génial. Et c'est là où tu vas me dire, oui, mais c'est Beyblade et ça a toujours été comme ça, même dans Bakuten et dans Metal Fight. Perso, je trouve que c'est n'importe quoi. Si tu dis ça, c'est que tu commences à comprendre. Puis bon, d'autres animés l'ont fait avant Beyblade, et je suis pas sûr, mais c'est bien le pouvoir de l'amitié qui a mis sa race à Nemesis dans Metal Fight, Metal Fury. Effectivement. Gwen va surtout apprendre que rester seul dans son coin et refuser l'amitié de Drum et des autres ne l'aidera pas à devenir quelqu'un, à profiter pleinement de ce que peut apporter le Beyblade. Cependant, même s'il ne comprend pas Drum et le concept d'amitié, au fond de lui, il va comprendre qu'il prend du plaisir à jouer avec Drum. C'est grâce à lui qu'il connaît le Beyblade, et il veut continuer à jouer avec lui. Juste qu'il n'a pas voulu l'accepter, du moins pas avant la fin. Donc, si je comprends bien, Beyblade c'est plus que les toupies qui tournent et des gamins qui crient. Il y a de vraies valeurs transmises à travers l'animé, comme le fair play, le respect de soi et des autres, le partage et le travail d'équipe, entre autres. C'est exactement ça. Si Beyblade est considéré comme étant un sport dans l'anime, c'est parce qu'on retrouve des valeurs sportives qu'on apprend dans les clubs de sport pour les plus jeunes. Après, pour revenir sur ce que t'as dit tout à l'heure, oui, les toupies qui parlent et qui brillent, ça reste un shonen, une œuvre de fiction. Faut bien apporter un peu de paillettes dans la vie des enfants. Mais c'est que ça devient intéressant tout ça. Ok, attends, j'ai plein d'autres questions. Tu as dit tout à l'heure, les plus jeunes, j'ai cru entendre que c'était une mauvaise chose que Burst soit enfantin par rapport à Metal Fight. Oui, je n'ai fait qu'entendre ça depuis le début de Burst. Burst n'est pas Metal Fight, les auteurs ne sont pas les mêmes et le public visé n'est pas le même. Aussi, Metal Fight c'était il y a 10 ans, il faudrait tourner la page à un moment. Et puis si ce que Burst ou même Beyblade en général vous propose ne vous plaît pas, bah laissez tomber et passez à autre chose. Ça sert à rien de rester sur Beyblade Burst si vous aimez pas ça. Vous passez plus pour un con plus qu'autre chose. Burst plaît à énormément de gens aujourd'hui, même l'auteur de Metal Fight adore Burst et aime l'évolution qu'a pris la série depuis 2015. Forcément, il y aura toujours des mécontents, mais l'anime plaît beaucoup, et le manga aussi. Et les toupies aussi. Et puis on demande pas à cette série de remettre en question le sens de la vie des jeunes téléspectateurs à chaque épisode. C'est Beyblade, pas Beastars. C'est enfantin parce que c'est le public visé, c'est tout. Après, il faut être un minimum ouvert d'esprit pour apprécier Burst, sinon ça passera pas. Et puis, quitte à la jouer boomer, avec la carte du c'était mieux avant, il y avait des séries des années 2000 qui avaient des héros absolument gamins et insupportables, entre autres Sonic dans Sonic X, qui était plus gamin que Drum, sauf que Sonic avait 15 ans et Drum en a 10-11. Et pourtant ça n'a pas empêché à la série d'avoir des moments plus matures et réfléchis. Oh oui. Ok, j'ai une dernière question. Est-ce que tu peux me dire ce que pense Playmaker du système Gachi? Ce que ça a apporté au Beyblade? Il pense pas que les toupies sont devenues de plus en plus puissantes et imbattables, de plus en plus grosses et toujours dans l'excès? On en a parlé et les systèmes Gachi c'est clairement un de ses coups de cœur de Burst. La diversité des gimmicks qui sont utilisés intelligemment dans l'anime, la capacité de customiser le layer qui va être conservé pour Super King, et même esthétiquement, Takara se sont lâchés. Au jour d'aujourd'hui, difficile de trouver des combos imbattables pour Burst Takara. C'est tellement varié qu'il y aura forcément des combinaisons pour contrer. Il faut juste y mettre du sien et tester encore et encore. Cette discussion m'a donné envie de tester, moi aussi. Quoi, t'as envie de faire un combat là maintenant? Pourquoi pas? Je vais pas te faire de cadeau. Ah, moi non plus, t'inquiète. Allez. Salut à tous, ici Playmaker, et alors, avant de conclure cette vidéo, je vais revenir sur l'épisode final, parce qu'en fait, la revue a été écrite avant la diffusion de l'épisode final, enfin, fini d'écrire, parce que j'ai mis plusieurs semaines à l'écrire, donc je vais revenir dessus rapidement. En soi, l'épisode final, pas grand chose à dire, alors certes, l'animation, il n'y avait pas, il n'y a pas de super animation comme pour l'épisode Fight contre Aiga, en comparaison, ou même Valt contre Aiga dans Challenge en comparaison. Mais pour moi, personnellement, ça convient très bien. Si en termes d'animation, on a juste eu le Superior Big Bang contre l'Ultimate Upper, qui déclenche un énorme Big Bang avec des rayons arc-en-ciel. C'était très joli à voir, même si je trouve que les Rainbow Turbo sortent un peu de nulle part et me rappellent vaguement une autre licence, qui sera le sujet de mon prochain hors-série. Mais bon, après je vais dire, unir les pouvoirs de tout le monde pour en créer un nouveau, c'est quelque chose qui est assez cliché dans les shonen. Je veux dire, Dragon Ball l'a fait en 80-90, et je crois que ça s'est fait même avant, et c'est un truc qu'on retrouve régulièrement dans les animés. Je trouve juste que c'est un peu dommage quand même que le Rainbow Turbo sorte comme ça de nulle part. Je veux dire, à aucun moment ils ont parlé de faire évoluer le Gold Turbo encore plus. C'est vraiment apparu comme ça. Enfin bon, c'est pas vraiment dérangeant. Petit aparté concernant Master Dragon, j'ai oublié d'en parler, mais je suis content aussi que Master Dragon ait été amené dans l'anime de manière différente que dans le manga. En effet, dans le manga, si Master Dragon existe, c'est parce que c'était pour remplacer la base impériale de Dragon qui a été détruite par Genesis plutôt dans le manga. Donc c'était quelque chose qui était un petit peu obligatoire, vu que Drum ne possède plus apparemment Ace Rock et Grand, et devait avoir une base pour combattre Genesis.
Donc on repart sur l'amitié entre Delta Drum et Amane, mais si Master Dragon existe, c'est par obligation. Dans l'anime, si Master Dragon existe, c'est parce que c'est Delta qui prend la décision de prêter sa base Master à Drum. Donc c'est un choix personnel de la part de Delta, c'est pas une obligation du scénario. Même si les Master Bladers ont annoncé il y a quelques temps que Master Dragon était bel et bien prévu depuis le début. En effet, si vous regardez bien les détails qu'il y a sur la base Master et la Gachiko Chip Dragon 2, vous remarquerez que les détails en doré correspondent à 100%. Donc oui, Master Dragon était bel et bien prévu depuis le début, et ça a été annoncé officiellement. Mais dans le délire, on aurait très bien pu aussi avoir Imperial Diabolos, puisque le centre de la base Imperial correspond au niveau des couleurs de la base Diabolos 2. Enfin bon voilà, je poursuis. Après voilà, tout le monde est content, tout le monde devient ami. Je suis aussi content que Gwen sourit à la fin. Alors, quand je dis sourire, c'est pas équivalent au sourire d'Erichan dans My Hero Academia. Très clairement pas, hein, je veux dire, la gravité est pas la même. Mais voilà, Gwen qui a enfin trouvé sa réponse. Et ça c'est cool quand même, et par contre je suis un peu dégoûté qu'on n'ait pas vu dans le dernier épisode, enfin à la fin du dernier épisode, je veux dire le billet combat, et on voit de mémoire, bon on nous montre Pot et Lodin aux élèves de ces deux-là, mais on nous montre les Victories, Delta qui semble être définitivement Victories, donc ça c'est cool, et on nous montre aussi Fumiya, enfin tout le monde s'amuse, et Tavat et Adia qui débarquent, et qui veulent faire un combat à 3 Battle Royale avec Drum, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je veux dire, quitte à faire un combat symbolique, autant faire un Delta contre Drum. Je ne fous pas Delta, Aiga et Valt comme ça, à l'arrache. Cette partie-là, j'ai vraiment pas spécialement aimé, mais bon, tant pis. La fin me convient quand même. Voilà, juste cette partie-là, je ne sais pas. La fin me convient quand même. Après, bon, il y a des trucs aussi que j'ai bien aimé, que j'ai expliqué durant les 15 premières minutes de la vidéo. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Sur les petits points négatifs qu'il y a à Gachi, enfin, très clairement Gachi, j'ai beaucoup aimé, hein, de A à Z, j'ai vraiment kiffé. Je regarderai en version française Rise sans hésiter. C'est vraiment une série que je conseille. Moi, j'aime beaucoup. C'est ma saison préférée actuellement. Hein. Désolé la saison 1, mais voilà. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop pour diverses raisons, que ce soit les personnages, le fait qu'il n'y ait pas dans un personnage ou le format 10 minutes. Il y en a, c'est chouine parce qu'il n'y a pas Frilou et Chou, mais il y en a qui ont vraiment des arguments par rapport à ça, le fait qu'ils aiment pas Gachi. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup et je conseillerais sans hésiter. Pour rapport au point négatif, le Dark Turbo avait été expliqué, le Gold Turbo avait été expliqué, le Superior Turbo, pas tellement. C'est dommage. J'ai envie de dire, le Superior Turbo se situe entre le Gold et le Dark, je veux dire, c'est une lumière blanche. Le blanc représente le neutre, enfin, c'est la représentation, hein, mais le blanc peut être le neutre. Et concrètement, est-ce que Gwyn est un méchant? Oui et non, j'ai envie de dire. Il est méchant parce qu'il fait, c'est menaçant, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, tout ce qu'il fait depuis son apparition, en fait, c'est chercher sa réponse par rapport à ce que lui apporte le Beyblade et qu'est-ce qu'il a initié. Je veux dire, même Genesis en soi n'a rien de menaçant. Sur la dernière manche du dernier combat, Genesis dit juste à Gwen ce combat t'apportera la réponse. Enfin, il guide Gwen sur le chemin de sa réponse. C'est pas vraiment menaçant ce qu'il fait. Et puis même Gwen, quand vous regardez bien, il n'est pas dans sa forme éveillée, donc ses cheveux vers le haut, mais il est sa forme normale. Et je sais pas, moi j'interprète comme ça. Super Turbo, c'est juste un pouvoir neutre entre les deux. Et c'est juste à Gwen de décider ce qu'il veut en faire, pardon, j'ai vraiment du mal, ce qu'il veut en faire avec. Après, bon, c'est l'anime qui est comme ça, hein, faut bien un peu de, comme j'avais dit plus tôt, un peu de paillettes dans l'anime. Point négatif aussi que je n'aime pas, enfin, oui et non, Gachi, la gamme de produits Gachi, il y a beaucoup de gimmicks divers et variés qui malheureusement n'apparaissent pas dans l'anime. Ici, je fais référence en mettant de côté Lord Spriggan, tous les layers apparus dans les random boosters et les random layers, donc Cosmo, Flare, Tac, Knockout et beaucoup d'autres. J'avoue, ça aurait été chaud de les casser dans l'anime parce que l'anime fait un format 10 minutes, donc on peut pas se permettre de faire des fillers. Et j'espère que Super King en fera pas non plus. Mais c'est dommage quand même, c'est dommage parce que les gimmicks des random boosters et layers sont vraiment très cool et ça apporte une diversité dans le jeu et que j'aurais bien voulu aimer voir dans l'anime, qui met bien en avant les gimmicks et qui s'en sert de manière très intelligente. Et je crois que c'est à peu près tous nos points négatifs pour moi. Peut-être que j'en ai oublié, mais je sais pas.
Donc voilà. Donc, cette vidéo marque les 2 ans de l'émission Revue du Playmaker. J'ai commencé avec Chozed. Chozed, ça a démarré il y a déjà 2 ans. 2 ans que cette purge a démarré, bordel. Mais voilà, c'est... Est-ce que ça marque une nouvelle page? Oui et non, c'est juste une nouvelle saison de review et voilà. Aussi, j'aimerais du coup, de ce fait, remercier tous ceux qui ont continué à suivre mes vidéos, l'émission. Ceux qui ont aussi permis à ce que la revue du Playmaker existe encore, malgré la disparition de ma première chaîne. J'en parle souvent de ça, mais quand ma première chaîne a disparu suite à des droits d'auteur, j'étais prêt à arrêter. Puis on m'a... Beyblade Espace, pardon, m'a gentiment proposé un rôle de rédacteur chez eux pour écrire mes reviews. D'un autre côté, le Bay Group m'a soutenu pour que je continue parce qu'ils aimaient bien la façon de faire les vidéos. Et à peu près tout le monde aussi. Et quand je dis tout le monde, je parle des 990 abonnés qu'il y a actuellement sur la chaîne. On est vraiment à ça d'avoir les 1000 abonnés. C'était mon objectif que je voulais atteindre en fin 2019. Je n'ai pas fait. Mais je me suis eu droit à un petit coup de pub dernièrement. Il y a vraiment... Je suis vraiment content de voir que les gens suivent mes revues sur l'animé parce que c'est... Mais encore 2 ans après, c'est dommage qu'il y ait très peu de gens qui parlent de l'animé de manière régulière, alors que l'animé a vraiment de choses à raconter, même si pour certains, dont Chozed, c'est assez dégueulasse, hein, et ceux qui trouvent ça dérangeant que je critique Chozed à tout va, vous n'êtes pas prêts, parce que pour Super King, Chozed, je risque d'en reparler encore et encore. Mais voilà. Donc merci à tous, merci à vous, de continuer à me suivre, et puis voilà, hein, je sais pas comment terminer une vidéo en facecam. Yes. Avant de quitter cette vidéo, je vous ai mis en description, en commentaire, pardon, je vais y arriver, une liste avec plein de noms des personnages et de différents animés. En fait, ce que je me suis fait amuser à faire, c'est que j'ai cherché les doubleurs de chaque personnage apparu dans Burst de saison 1 à 4, et ainsi qui étaient leurs doubleurs. Et je vous avais dit dans les revues de l'épisode 16, 17, 18 que Delta a été doublé par Kensho Ono, donc le doubleur de Giorno Giovanna dans JoJo's Party 5. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le seul doubleur connu qu'il y avait dans Beyblade Burst. À peu près, facilement, 75% des doubleurs qu'il y a dans Burst sont des voix que vous avez déjà entendues ne serait-ce qu'une fois autre part, dans des animés. Où on a le cas aussi du doubleur d'Arthur qui est carrément acteur, qui a fait du Kamen Rider et du Garo. C'est assez surpris quand même. Mais voilà, donc si je vous dis par exemple que Kusa, c'est la doubleuse de Naruto, vous pouvez me regarder avec des yeux comme ça, parce que même moi j'étais là, ah, c'est Naruto, je l'ai pas reconnu. Et ouais, il y a beaucoup de voix connues dans Beyblade Burst qu'on peut entendre ici et là, donc je vous laisse regarder en commentaire la petite liste que j'ai faite. Il n'y a pas tout, hein, mais j'ai fait une bonne partie. Donc après, pour Super King, quand il y aura un nouveau personnage qui va apparaître, j'essaie de trouver son doubleur ou sa doubleuse et vous dire quelle autre voix il a fait pour d'autres animés. Et c'est tout. J'ai plus rien à dire. Enfin, tout ce que je veux dire, c'est que je vous invite aussi à rejoindre le réseau Beyblade Espace, le Discord, où on est très actif, surtout moi, quand ça concerne l'animé. Puis on se retrouve pour la revue de l'épisode 1 et 2 de Beyblade Super King. Parce que Super King, oui, apparemment, ils vont diffuser l'épisode 1 et 2 à la suite la semaine prochaine, donc vendredi qui arrive. Donc voilà. Voilà, donc c'était Playmaker, et je vous dis encore merci de m'avoir suivi pendant ces 2 ans, et de continuer à me suivre pour l'année à venir. Merci pour les futurs 1000 abonnés, hein. Je sais pas quand je les aurai, mais bon, 990 ça devrait pas tarder, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.